Dominique Estrosi-Sassone, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice, vous êtes conseillère métropolitaine. Voilà, je voulais vous poser une question. Qu'est-ce que vous attendez de la loi Elan? Dans quelle mesure elle peut aider les élus de terrain à construire les logements sociaux et les logements tout court dont nous avons vraiment besoin sur ce territoire? Alors, en ma qualité de rapporteur de la loi Elan au Sénat, j'ai pris vraiment acte de remettre les maires au cœur des politiques locales de l'habitat. Cela a été entendu, hein? Alors ça a été entendu parce qu'on a pu avoir ce qu'on appelle dans notre jargon une commission mixte paritaire conclusive, c'est-à-dire qu'on a trouvé un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, oui. Mais au prix d'un certain nombre de mesures, de dispositions qui ont été portées par le Sénat, qui sont venues enrichir le texte initial, le projet de loi gouvernemental, et qui ont pu fort heureusement rester. Et dans ces mesures qui sont restées, c'était véritablement faire en sorte que les maires retrouvent tous les pouvoirs qu'ils doivent avoir, leur véritable rôle dans les politiques locales de l'habitat, qui sont forcément des politiques sensibles à mener, mais aussi des politiques d'aménagement du territoire, en lien avec les politiques de l'emploi, en lien avec les politiques des déplacements. Et c'était la raison pour laquelle, parce que le Sénat est aussi la voix des territoires, nous avons voulu faire en sorte que les maires aient de nouveau leur mot à dire dans ces politiques-là. Et par exemple, en matière de construction de logements sociaux, dont on sait combien la loi actuelle est une loi qui est pénalisante. La loi SRU. La loi SRU est une loi pénalisante, une loi qui est extrêmement contraignante pour bon nombre de communes. Pas parce qu'elles ne veulent pas faire. Qui ont la volonté, mais qui ne réussissent pas à traduire. Pas parce qu'elles ne veulent pas construire de logements sociaux, mais parce que si on prend le département des Alpes-Maritimes, elles sont tenues par de grands nombres de contraintes géographiques, un littoral, une montagne, par des contraintes et des risques naturels. Je pense aux risques inondations, je pense aux risques sismiques, je pense aussi aux risques de la loi montagne. Et donc tout cela, avec un foncier qui est rare, et qui est surtout très cher, eh bien, freine les projets de construction d'un grand nombre d'élus qui ont bien conscience qu'aujourd'hui, pour répondre aux besoins et aux attentes de leur population, ça passe bien sûr par un logement, généralement lié avec un emploi. Donc aujourd'hui, les maires construisent, mais nous avons voulu dire au gouvernement, attention, aujourd'hui les objectifs qui ont été fixés par la loi SRU, qui a été encore augmentée, parce que d'abord c'était 20% de logements sociaux d'ici 2020, aujourd'hui c'est 25% de logements sociaux d'ici 2025, on a dit au gouvernement, c'est des objectifs qui, dans un certain nombre de territoires, ne peuvent pas être atteints. Ils sont irréalistes. Donc il ne faut pas sanctionner les collectivités qui ne peuvent pas suivre. En tout cas, les collectivités qui montrent qu'elles ont la volonté de construire, d'accompagner ces politiques publiques d'habitat, il faut plutôt que les décourager, il faut les encourager. Et donc, il faut leur laisser peut-être plus de temps. Il faut leur laisser prendre en compte les spécificités des territoires. Et dans la loi Elan, pour la première fois, nous avons pu obtenir un certain nombre d'avancées qui, par le passé, avaient toujours été refusées et qui sont en faveur des communes. Je pense en particulier au quota de logements sociaux. Aujourd'hui, on pourra décompter dans le quota des logements sociaux les logements en accession sociale à la propriété, ce qui est une très bonne chose parce que ça fait fonctionner le parcours résidentiel et c'est important aussi parce que les gens qui vont dans l'accession sociale n'ont pas des revenus qui sont tellement supérieurs à ceux qui sont dans des logements sociaux. On a pu également obtenir qu'il y ait une expérimentation au niveau de l'intercommunalité, c'est-à-dire que les communes doivent continuer à atteindre 20% de logements sociaux, mais pour passer de 20 à 25%, ça peut être décidé au niveau de l'intercommunalité et ainsi être réparti sur tout le territoire intercommunal. On a obtenu aussi un calendrier qui permette aux communes entrantes, des communes qui viennent juste de passer la base des 3500 habitants et qui, du jour au lendemain, se trouvent obligatoirement à devoir faire les 25%. D'ici 2025, ce n'est pas possible et on a obtenu des calendriers qui permettent de pouvoir avoir plus de lisibilité. Et je crois que c'est vraiment un encouragement pour les maires et pas du tout une volonté de dire aux maires ne vous souciez pas de logements sociaux, vous n'en aurez pas à faire. Tout le monde a bien conscience qu'il faut effectivement être dynamique dans tous les segments du marché de l'habitat. Alors vous parlez des maires, on est au Salon des maires ici. Comment vous, sénatrice, portez la voix des territoires au plus haut sommet de l'État
Eh bien, en tout cas, j'ai la chance d'appartenir à une majorité sénatoriale, présidée par Gérard Larcher, qui veut de plus en plus et qui arrive de plus en plus à faire entendre la voix des territoires. Parce qu'il faut le reconnaître, depuis que l'exécutif, avec Emmanuel Macron, est arrivé au pouvoir, cet exécutif, depuis 1 an et demi, il n'a eu de cesse de provoquer un sentiment d'inquiétude, d'injustice chez les élus locaux. Il y a une véritable crise de confiance aujourd'hui entre les collectivités locales, les collectivités territoriales et l'exécutif. Monsieur Larcher l'a dit en venant ici dans les Alpes-Maritimes. Et Monsieur Larcher a été le premier auprès du président de la République à tirer la sonnette d'alarme. Il lui a dit: il faut que vous entendiez la voix des collectivités territoriales, des communes, des élus locaux, sinon ça va très mal se passer. Force est de constater que peut-être depuis l'appel de Marseille, fin septembre, porté par toutes les associations représentatives des collectivités territoriales, il semblerait, mais je suis encore prudente, que l'exécutif se rende compte qu'il a créé auprès des élus locaux une véritable crise de confiance et qu'aujourd'hui, il est en train d'essayer de faire en sorte que les élus locaux puissent être considérés, qu'ils ne soient pas stigmatisés, parce qu'on a vu une campagne qui était #balance ton maire, qui était inadmissible, insupportable, parce qu'elle crée une suspicion, parce qu'elle stigmatise les élus locaux, alors que les élus locaux, les maires, les adjoints, les conseillers municipaux sont à proximité, ils se dévouent sans compter, jour et nuit pour leurs habitants. Et faire penser que finalement, les élus locaux qui ont, pour certains d'entre eux, augmenté leur taxe d'habitation, c'est uniquement parce qu'ils ont besoin d'apporter des réponses à leurs concitoyens. Il faut aussi faire comprendre que le service public n'est pas un service public gratuit et que le service public, si on veut que ce soit un service public de qualité, il a aussi un coût. Son prix. Et donc pour cela, il faut que les communes continuent à garder l'autonomie budgétaire qui est inscrite dans la Constitution, mais qui est absolument nécessaire. C'est ce que nous essayons aussi de porter à travers la prochaine réforme de la fiscalité locale qui doit arriver au Sénat d'ici le mois de juin 2019. Et nous disons que cette réforme de la fiscalité locale, elle doit partir des territoires et remonter jusqu'à l'État et non pas, comme c'était le cas jusqu'alors, descendre de Bercy jusqu'au territoire. Et j'espère véritablement que nous serons entendus. Merci beaucoup, madame. Merci.